Les Indestructibles 2 de Brad Bird. Avant tout, je tiens à préciser que si j'ai choisi d'analyser ce long métrage en images de synthèse, c'est que durant son visionnage, un certain nombre de remarques pertinentes me sont apparues. Au-delà du divertissement, la distraction que produit ce genre de spectacle camoufle bien ses influences idéologiques et qui, astucieusement coordonnées, parfois même inconsciemment, manipule l'esprit du spectateur afin de le faire coopérer à des sentiments et des idées contraires à ses convictions. Cette sorte d'hypnose manipulatoire inverse les valeurs tandis que le spectacle agit comme un démolisseur de pare-feux mentaux, lesquels ont été établis par la morale et l'éducation transmise par les parents. L'analyse qui suit va donc mettre en perspective ce qui constitue un spectacle coercitif. Pour ma part, ce long métrage, qui est essentiellement adressé aux enfants, est à bien des égards, comme nous allons le voir, assez subversif. Une histoire, dirait Paul Virilio, surexcitée, hystérisée à l'extrême, que la bombe informatique délocalise à répétition. L'hypercité concentrationnaire du XXIe siècle, où l'excès de vitesse du flash trading hyperactif capitalise sur l'accident des transports en commun, comme on capitalise sur le krach boursier, est devenue une fatalité pour l'humanité. Pour l'urbaniste français mort le 10 septembre 2018, soit 2 mois après la sortie du film de Brad Bird, le culte de l'accélération, c'est le tempo boursier où les délais nécessaires de réflexion sont délégués à des superordinateurs dopés électroniquement et qui diminuent drastiquement les temps d'attente afin d'anamorphoser la temporalité naturelle jusqu'à l'extrême. Cette monstrueuse distorsion fait de l'économie monde un continuum synchronisé avec l'hyperaccélération produite par les machines et qui trouve sa réalité dans la multinationale BlackRock dont le siège est situé à New York. À ce jeu, nous dit Paul Virilio, en évoquant le krach éclair de mai 2010 qui fit perdre brutalement au Dow Jones 1000 points en quelques minutes, la crise systémique financière globale sera provoquée par une synchronisation numérique de la peur et qui, par une soudaine compression des nanosecondes, fera exploser Wall Street en un clin d'œil. Aussi, dans la scène introductive de notre long métrage, le démolisseur s'en prend directement à la banque en la faisant effondrer sous terre, ici. L'événement est symbolique. En effet, l'architecture traditionnelle de cette banque renvoie directement à celle de la bourse de Wall Street de New York. La scène d'introduction impose ainsi son rythme frénétique pour poursuivre son travail d'urgentiste qui nécessite un temps d'intervention réduit au minimum. Les salves d'instantanéité accélérée ôtent toute chronométrie classique qui retourne complètement le cerveau du spectateur qui, bien qu'incapable de suivre correctement ce hachis parmentier d'angle de vue, relègue le sens caché du spectacle aux oubliettes. Aussi, et au-delà des bons sentiments, la scène où Flèche sauve la vieille dame avec son déambulateur, ici, est l'expression du temps futuriste qui supplante le temps passé qui prend son temps. Le coup de main donné par Flèche exprime la supériorité de la jeunesse sur la vieillesse et par la même occasion la victoire de l'instantanéité sur le temps qui passe et du futur sur le passé. En réalité, cette séquence met en scène le futur qui met le passé dans le droit chemin. À vrai dire, la suractivité de la vitesse supplante ici l'inertie immobilière de la mégapole. En effet, dès la 5e minute, se superposent des fractalisations opérées successivement par les trajectoires des moyens de transport, ici. On assiste là à une surenchère de courbes géométriques, cycloïdes et ellipsoïdes, que seule la matière numérique engendre le plus artificiellement possible, suivant un algorithme de temporalité cardioïde. Remarquons le mouvement autonome du non-vivant. Le numérique accomplit un retournement de souveraineté du non-vivant sur le vivant. En effet, cette mythologie futuriste qui nous est proposée a recodifié le génome humain en un algorithme générique du vivant que l'image de synthèse alimente d'une fausse conscience. C'est le cœur de l'irréalisme accompli où le mimétisme de la réalité s'exerce dans un récit improbable, garanti et crédibilisé par le spectacle d'un écosystème qui a ses propres lois.
Cette apparence organisée est une affirmation d'une autre vie rendue visible par des lois numériques totalement artificielles dont les créateurs ont objectivé la production à l'aide de logiciels fondamentalement dérivés des supercalculateurs boursiers. Le spectacle de l'espace numérique sans conscience où l'intelligence artificielle feint la personnalité et le caractère adopte déjà tous les sentiments les plus grotesques. Sociologiquement, les personnages de Bob et de Lucius, en se saluant ici, imitent une condition d'existence de Lascar. Cette incrémentation du tribal dans la relation humaine fabrique de l'hormone animale et à la manière de la gestuelle des gorilles accélère le processus reptilien de l'Homo sapiens sapiens. Il n'est pas nécessaire d'expliquer dans le détail une telle mise en scène. L'immaturité et l'infantilisation des adultes est ici visiblement en marche, et qui peut être désormais traduit par le mot adolescence. Le spectacle de la flexibilité comportementale désagrège ainsi tous les sentiments les plus nobles dans des relations de type tribal et clanique. C'est ainsi qu'est promu et encouragé le transgenre sexuel et animal dont la manifestation à l'écran est héroïquement générée pour être intégrée puis sanctifié, ici. Voyez cette alchimie carnavalesque qui pourrait faire penser à une gay pride. Elle a pour seul but, en réalité, d'être victimisée afin d'être innocentée. Cette espèce communautaire joue donc le rôle de minorité symbolique qui doit être défendue et encouragée avec l'aval de la majorité et contre la majorité. En ce sens, la majorité doit toujours s'effacer derrière la minorité, laquelle tyrannise la majorité en la culpabilisant en permanence. Mais si la défense d'une minorité est légitime, quand une majorité demeure belliqueuse à son encontre, à l'exemple du Christ qui défendit la prostituée de la foule, il faut toutefois dire que certains lobbies défendent désormais des minorités afin d'encourager des déviances comportementales, là où le Christ avait demandé, après avoir pardonné à la prostituée, de ne plus pécher. Si le bébé Jack Jack est cette autre difformité visible à l'écran, il est le fruit d'une activité paranormale dont les pouvoirs sont aussi fantasques que dangereux. Ainsi, il est, ici, cette allégorie systémique sans conscience qui, dans un temps infinitésimal, se change en diable ou en torche vivante dont l'automouvement luciférien indique toute la malignité à l'œuvre. Et outre la multiplication de Jack Jack à la 76e minute et qui illustre le clonage humain, la manipulation en cours de la race humaine déjà sanctifiée par les X-Men est épaulée ici par la prédication numérique qui finit, avec l'aide des gadgets et du décorum cybernétique, par la transformer définitivement. Cette fabrication aliénatoire n'est possible qu'à travers le mouvement irréaliste des corps numérisés, lesquels, aussi variés qu'une biodiversité humaine inspirée de l'île du docteur Moreau, font subtilement passer l'espèce humaine pour désuète, puis pour un danger suprême. On peut légitimement s'interroger sur ce que deviendra cette civilisation du progrès qui a fait de la science un progrès franchement contre nature. Ce nouveau culte a remplacé celui du monothéisme avec un illuminisme artificiel issu des cathédrales atomiques. En effet, l'immense accélérateur de particules souterrain qui mène la lumière à la pointe de l'épée, le CERN, emboutira certainement demain le rythme saisonnier de la nature. Ceci est ici symbolisé par le personnage transunivers schématisé dans le générique de fin qui ouvre des portails, ici en haut. Notez également le logo de l'affiche officielle du film, dont le point du i, en bas, forme en quelque sorte une particule en mouvement dans un accélérateur circulaire. Cette métaphysique de l'être est le produit de l'accroissement de l'énergie atomique et qui, au sommet de sa propre abondance, soumettra le vivant à des hybridations de toutes sortes que la nucléarisation achèvera de matérialiser dans des laboratoires de nouvelle génération. Le développement des puissances numériques hyperactives supplantera l'Homo sapiens sapiens par un cyberhumain au quart poisson ou volatile dont les performances seront comparables à des machines. Cette science sans conscience, nous dit Paul Virilio, n'est pas en mesure de reconnaître ses limites. Le culte de la démesure s'étale à l'écran dans un cyberagencement babélien, ici, qui décuple la tyrannie de l'intimité. C'est dans ce lieu de l'espace publicitaire et de l'ensoleillement minimal
que naissent l'éclatement des bulles économiques, atomiques, informatiques et génétiques. Cette accumulation de risques systémiques est le phénomène qui conduit à l'apocalypse révélé par saint Jean et dont la forme aboutie est l'union interconnectée des individus enfantés dans une GPA numérique. Aussi, il faut quelque peu s'attarder sur les influences artistiques de notre long métrage. Il y a en germe un certain futurisme italien qui exalte particulièrement le monde moderne, la civilisation urbaine, les machines et la vitesse. Cette avant-garde italienne était liée de manière ambiguë au fascisme, au socialisme et au communisme. La dominante rouge des indestructibles, qui est omniprésente dans le long métrage, est à noter et à souligner, comme si, inconsciemment, l'idée impériale et totalitaire de la Rome antique et du régime communisme en Union soviétique et en Chine était profitable. Après quelques recherches, on peut noter ici les similitudes entre la vision artistique des indestructibles et la propagande fasciste en haut, et la propagande communiste chinoise en bas. L'observateur attentif aura repéré le caractère anguleux des personnages, le front dégagé et volontaire, le torse véhément et la stature impérieuse. Il ne manquera pas également de constater les diagonales franches et décidées qui matérialisent en quelque sorte l'esprit autoritaire et téméraire du long métrage. Cette dialectique visuelle est particulièrement détaillée dans le artbook consacré au film, ici. C'est justement cette jointure artistique ambiguë qui confère au film sa singularité. Toutefois, les concepteurs, malgré le politiquement correct à l'œuvre, font ressortir certaines de leurs pulsions créatrices ambiguës, équivoques et peut-être même révolutionnaires. En effet, au début du XXIe siècle, une caste d'artistes italiens théorise un mouvement artistique inspiré directement du cubisme et de ses formes hachées, entrecoupées et syncopées. Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Gino Severini et Luigi Russolo vont être les initiateurs officiels d'une dynamique plastique futuriste afin de faire sortir l'Italie du culte de la beauté antique. Ces poètes qui célèbrent le démon de la vitesse sacralisent le bruit, la pression, l'accélération et la mécanisation tout en s'insurgeant contre la tradition, l'académisme et la morale. Le futurisme devient alors une révolution anthropologique et artistique où le spectacle de la puissance pratique et aérodynamique des objets édifie un nouvel empire qu'incarneront le fascisme, le nazisme et le communisme. Si bien que l'architecture, la sculpture, la peinture, la littérature et le cinéma vont devenir des véhicules de cette nouvelle théâtralisation du monde. L'aéroesthétique portée vers le caractère monumental antique deviendra un manifeste enclin à la reconstruction futuriste d'un univers impérial, ici en haut. De plus, le bas-relief géant dans la maison d'Edna, en bas, fait directement référence à la frise du mausolée d'Halicarnasse où des guerriers grecs combattent des Amazones de Phigalia. Ce mouvement enraciné change quelque peu la signification du film. Outre les extravagances de la très riche Edna, le spectacle oblige à l'approfondissement de ses racines révélées. Et bien que l'écran total aveugle la conscience du spectateur, l'hypnotiseur, qui est le méchant dans le film, n'est autre que l'expression de cet aveuglement. Il est aussi le symbole visible de la notion célèbre du mind control et de l'expression non moins connue du père de la propagande moderne, Édouard Bernays, la fabrication du consentement. Aussi, si les pères italiens du futurisme ont déjà manifesté l'élan acide de la modernité, les créateurs des indestructibles s'en sont inspirés afin de cadencer plus efficacement une logique de l'ingénierie hyperbolique savamment élaborée à l'exemple d'Elastic Girl sur sa moto par un séquençage entièrement automatisé de la machine informatique, en haut. La boucle est bouclée et à l'image du monorail qui déraille, directement inspiré du célèbre train Sette Bello de Gio Ponti en 1947 au milieu, la grande collision à très haute fréquence qui exhume fatalement l'horrible accident évoqué par Herman Melville dans son Cocorico et qui propulsa dans l'éternité 14 braves garçons, prépare le grand crack financier à venir. Quant à l'hypnotiseur, l'œuvre de Enzo Benedetto en bas semble parfaitement l'illustrer. Pour finir, le soleil hypnotiseur dans les yeux de l'hypnotiseur est cette marque nocturne du culte solaire des anciens, de l'Égypte, des pharaons,
aux illuminismes de la Révolution française, dont les modernes sont devenus des adorateurs sans le savoir. Notez à ce propos le soleil et ses rayons sculptés sur la grande porte d'entrée, ici en haut, et le grand lustre solaire de la nouvelle maison de la famille Parr, en bas, prêté justement par le très fortuné Winston Devor. L'obscurantisme des lumières, qui multiplie les sources de lumière à travers les écrans tactiles, a divinisé l'instantanéité aux dépens de la préférence temporelle dont le test du marshmallow vérifie la faillite de la patience. Jack incarne parfaitement l'idée, il cède à cette instantanéité du plaisir. En effet, dans le film, à la 77e minute, le réalisateur recrée précisément, pour nous, le test du marshmallow, ici. Edna et Bob sont assis devant une vitre derrière laquelle Jack cède immédiatement au marshmallow qui vient de sortir de son petit costume. Le test de la guimauve, initié en 1972 par le psychologue Walter Mischel, est une étude sur la gratification différée, qui traduit la capacité de l'esprit à maîtriser les instincts. Si dans le test l'enfant cède immédiatement à la guimauve, il n'obtiendra pas par la suite les 2 autres guimauves promises en guise de récompense. Ce test permet de déterminer le degré d'autodiscipline chez un individu. Vous aurez compris, les hommes sont devenus comme Jack, des consommateurs aliénés à leur instinct de consommer immédiatement. La raison aurait dû nous éloigner des pièges tendus par la société de consommation afin de choisir une plus grande récompense qui est celle du paradis promis par Dieu et qui est conditionnée à notre indépendance au monde. La demande du Christ au jeune homme riche concernant l'abandon de ses richesses pour un plus grand trésor au ciel est ce test divin de la guimauve. En refusant la proposition du Christ, le jeune homme riche fait justement dire au Christ « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. » Matthieu 19, 24. Finalement, la ligne narrative de ce récit virtuel futuriste passe si vite qu'elle fait passer le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick avec son monolithe à un stade de sédentarité avancée. Penser la structure temporelle dans une hâte excessive incendiaire construit en réalité une théologie avancée de la communication spectaculaire qui réduit au degré zéro la fluidité lyrique et poétique de la vie. Cela signifie entrer de plein pied dans l'organisation accélérée du temps qui voit les spectateurs devenir des particules passives qui, aussitôt le film fini, seront mises en route sur leurs 2 roues afin d'imposer au monde une pollution sonore et gazeuse. Ce rythme incandescent fabriqué par une accumulation d'engins mécaniques et de héros artificiels s'oppose en réalité au rythme authentique naturel et qui entraîne à l'intérieur de l'être une falsification de la vie sociale. Le spectateur moyen, qui suit les pérégrinations de la famille Parr, ne conçoit pas un instant la programmation instantanée et illusoire qui petit à petit l'hypnotise et le solutionne dans un spectacle absolument dogmatique, dénué de naturel et de poésie. Le réalisateur, Brad Bird, a créé un grand accélérateur visuel qui accumule les indulgences transhumanistes tout en abolissant la contemplation de l'ordre naturel. Si jadis Walt Disney fit jaillir la grâce, la beauté et la délicatesse, aussi bien dans l'humain à travers Cendrillon que dans l'animal à travers Bambi, et que ces mêmes ravissements purent être contemplés dans le chef-d'œuvre de Paul Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, aujourd'hui Brad Bird a réduit l'admirable à des exploits numérisés qui développent une culture comparable à celle qui s'anima dans la fameuse caverne de Platon. À ce propos, dans une prochaine fiche de lecture, nous étudierons la pensée de l'auteur français que j'ai évoqué plus haut et qui a inspiré un bon nombre de mes arguments. Son ouvrage, Le Grand Accélérateur, ici, édicte une pensée tout à fait pertinente sur la mobilité forcée de l'humanité. Nous verrons comment la modernité technique impose une célérité artificielle à l'homme tout en le précipitant dans une décadence monumentale parce que illimitée en puissance.